Ben voilà qui change d'ailleurs totalement la physionomie du chapeau introductif de ce que je voulais dire là, si vous l'avez quasiment fait après tout, parce que c'est un peu comme une sorte, de pied de nez, de taquinerie un peu à Jacques Attali, cette chronique-là, Agnès Benassi-Kéré sur les prévisionnistes, parce qu'au fond, quand même, Jacques Attali, souvent, vous aimez bien dire que, non pas faire l'oracle, mais tout de même éclairer l'avenir par des expertises, et non pas des prévisions, mais enfin tout de même des phares, hein. Bon, vous feriez partie un peu de ceux qui prévoient parfois que les choses vont mal se passer et que Agnès Benassi-Kéré raille un peu, non? Mais je suis entièrement d'accord avec elle. C'était très intéressant d'ailleurs sa comparaison entre les économistes et les météorologues. Parce que c'est exactement, enfin moi je le vis exactement comme ça. Je crois qu'il est assez possible de prévoir les évolutions à long terme. Ce que vous aimez bien faire, en tout cas. C'est plus facile d'abord parce qu'en 2050, on a moins de chances d'être là pour vérifier ça. C'est oui, ça d'accord. Mais plus sérieusement, parce que les tendances longues sont plus faciles à repérer. Et je pense qu'on ne se trompe pas trop. Et si je peux me permettre de me référer à ce que j'écris depuis quelques décennies, on arrive à ne pas trop se tromper sur les tendances longues. Oui. Enfin, l'euro a passé Noël quand même, Jacques Attali, si je puis me permettre. Non, c'est très intéressant. Parce que je n'ai pas dit l'euro ne passera pas Noël. J'ai dit, si la Banque centrale n'intervient pas, l'euro ne passera pas Noël. Et je suis très heureux que l'euro ait passé Noël et je suis très heureux que la Banque centrale est intervenue. C'est comme si je vous dis, et ça renvoie à ce que disait Mme Benassi-Kéré, si je vous dis il y a un piano qui va vous tomber sur la tête, et si vous bougez parce que vous m'avez entendu, le piano ne vous tombe pas sur la tête. J'ai créé les conditions de ma propre erreur et je suis heureux de ma propre erreur. C'est très vieux, c'est vieux comme le monde, on trouve ça. Il y a deux sortes de prophètes dans la Bible. Il y a les prophètes qui veulent avoir raison, comme Ézéchiel en décrivant le paradis, et il y a les prophètes qui veulent avoir tort, comme Jérémie, qui disent si vous faites rien, vous allez devenir les esclaves des Égyptiens. Et il crée les conditions de sa propre erreur. Je souhaite parfois, et c'est vrai que Mme Benassi-Kéré a décrit les prévisionnistes qui veulent être objectifs, comme les agences, les instituts de statistiques. Moi, dans ce cas-là, à la fois je fais des prévisions longues, mais quand je fais des prévisions courtes, c'est aussi pour créer les conditions qu'on agisse, qu'on se réveille, qu'on bouge, et qu'on fasse en sorte qu'elles ne se réalisent pas. Alors vous le savez, au matin, nous ne sommes pas forcément friands ni grands consommateurs de sondages d'opinion, mais enfin voilà qu'un chiffre paru dans La Croix du jeudi 29 décembre nous a tout de même interpellés. Comme on dit à France Culture, 79% des Français estiment que la campagne électorale apporte des réponses assez ou très éloignées de leurs préoccupations. Sondage réalisé par Opinionway Fiducial. Le décalage des candidats par rapport aux attentes des Français, eh bien c'est justement ce qui vous préoccupe. Jacques Attali, vous publiez chez Fayard, candidat, répondez, une injonction, une adresse lancée aux prétendants à la présidence de la République, mais qui vise surtout, en fait, à interpeller les citoyens sur les véritables questions à se poser pour l'avenir du pays. Je rappelle que vous avez, vous, été conseiller longtemps du président Mitterrand et auteur de 2 rapports pour la libération de la croissance à la destination et à la demande de Nicolas Sarkozy, ce qui nous permettra avec vous de commenter... la demande de Nicolas Sarkozy et à destination du pays. Et à destination du pays, ce qui nous permettra justement tout de même de commenter avec vous, et à la lumière aussi d'ailleurs de votre livre, quelques dossiers d'actualité, et notamment dans la partie débat, avec la lecture attentive de Brice Couturier. Parce qu'auparavant, moi je voudrais m'arrêter tout de même dès lors sur la première phrase. Vous écrivez, Jacques Attali, en mai prochain, à un moment particulièrement dramatique de leur histoire, les Français vont devoir choisir un président de la République. Je pensais que le moment de l'élection d'un président de la République, c'était un moment heureux de la démocratie française. Et voici que vous écrivez dramatique. Oui, ça peut être les deux à la fois d'ailleurs. C'est heureux au sens où nous avons la chance d'être en démocratie. Et c'est dramatique cette fois-ci parce que nous sommes, et nous serons plus encore au mois de mai prochain, dans une situation dramatique. Dramatique au sens d'abord de l'environnement international qui est extrêmement complexe et très très grave, tant dans les menaces militaires qui pèsent autour de nous, que évidemment dans l'immensité de la crise financière qui n'est tout sauf résolue, qui n'a même pas commencé le début de sa solution. Et en France, avec aussi une situation qui est dramatique. Dramatique, je n'ai pas besoin de faire la liste, dramatique en termes d'emploi, dramatique en termes de précarité, dramatique en termes de dette publique, dramatique sur très 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 grand nombre de secteurs. Et avec aussi le fait que il y a un très grand nombre de questions, c'est celle que j'évoque dans ce livre, puisque je ne parle pas que d'économie, je parle d'éducation, voilà, de il y a santé. 153 thèmes, on va dire 153 interrogations, dont 15 principales, mais ça, nous aurons le temps d'y revenir. Mais le caractère dramatique, c'est que c'est vraiment un choix absolument crucial.
Et j'espère que ce choix ne sera pas sur des petites phrases aussi inintéressantes que celles qui ont occupé une partie de la discussion précédente, mais véritablement sur des choix de fond en termes de comment est-ce qu'on réduit la dette, est-ce qu'on privilégie l'euro par rapport à d'autres priorités, qu'est-ce qu'on fait en matière industrielle, est-ce que l'école primaire est plus importante que la sécurité, est-ce que la laïcité doit être conservée, toute une série de questions. La question de l'OTAN, voilà. Mais ce qui vous semble interroger là aussi, quand même, dès les premières pages du livre, c'est tout de même aussi, au fond, le statut aujourd'hui de ce qu'est-ce qu'un président de la République. On a presque envie de vous poser la question, parce que vous avez bien connu, vous, ça, en étant très près d'un président de la République, pour ne pas le nommer François Mitterrand. Et au fond, vous avez l'air même de dire que c'est effectivement sans doute pas facile, parce que la fonction d'un président de la République française a changé, puisqu'après tout, la position de la France a changé dans le monde. Et vous dites, au fond, un président de la République aujourd'hui n'a pas... Il doit se surveiller constamment. Il n'a plus la liberté de parole qu'il pouvait avoir avant, tellement lui-même est surveillé, au fond, par exemple, par les marchés. Donc ça pose tout de même là, un vrai problème de ce que c'est. Oui, je pense surtout que le président de la République a à la fois beaucoup moins de pouvoir qu'avant, puisqu'il y a la décentralisation, l'Europe, la fin de l'Union soviétique, la globalisation qui réduit son pouvoir. Et puis aussi, il n'a pas les pouvoirs qu'on croit. Par exemple, on parle de la TVA sociale, mais la TVA sociale, c'est pas du tout de la compétence présidentielle, c'est la compétence parlementaire. Les compétences présidentielles, c'est la défense, sur laquelle personne n'interroge les candidats, alors qu'il y a des enjeux absolument majeurs que je décris dans ce livre, qui devront être traités pendant cette présidence, absolument stratégiques pour le siècle qui vient. Oui, parce qu'entre autres, vous dites que la menace nucléaire est loin d'être évaporée. Il faudra bien qu'on s'y attaque véritablement. Il faut savoir, par exemple, si on garde nos sous-marins nucléaires, et c'est pendant ce prochain mandat qu'on doit le décider. En sachant que ça coûte de l'argent, évidemment. Ça coûte beaucoup d'argent. La question de savoir si on se dote de drones ou pas, c'est pas du tout une question anecdotique, très difficile, et c'est un choix qui appartient au président de la République, et donc au pays, au moment de son élection. Pas la TVA sociale. La TVA sociale, c'est important, mais ça fait partie de la fiscalité d'ensemble, et à ma connaissance, nous ne sommes pas en dictature, et la fiscalité dépend du Parlement. Alors bien sûr, le président a son mot à dire parce qu'il dirige une majorité parlementaire, il peut jouer un rôle. Mais malgré tout, ça serait plus dans une discussion au moment. Oui, mais enfin, Nicolas Sarkozy, que vous connaissez bien, vous direz, écoutez, moi je suis là pour faire bouger les lignes, je suis là pour faire avancer les dossiers, je suis là pour la réforme. Oui, non mais... Ce qu'il disait en 2007. En effet, et il y a un paquet cadeau, si j'ose dire, entre le président et le Parlement qu'il faut prendre. Et donc c'est tout à fait normal qu'on parle de cela. Même si d'ailleurs, dans les vœux du président de la République, à mon avis, il y avait une mesure qu'il a proposée qui était à la fois plus intéressante et plus discutable, et qui, à mon avis, aurait mérité davantage les titres, quand il pense de former les chômeurs. Ça, c'est une vraie révolution profonde que j'appelle, moi, de mes voeux depuis très longtemps, qui est de considérer qu'un chômeur est quelqu'un qui doit obtenir une formation pour se rapprocher des conditions du travail, et non pas être laissé simplement par une mendicité quelconque dans la situation d'oubli. C'est ce qu'on appelle la flexi-sécurité qui a été oubliée. Là, pour la première fois, le président de la République, rejoignant des idées de certains syndicats d'ailleurs, et de la gauche, a prononcé ces mots. C'est beaucoup plus important que la TVA sociale, qui est une petite mesure technique qui s'inscrirait normalement dans une réforme fiscale globale pour avoir du sens. Et qu'on ne mène pas, a priori, de façon accélérée, comme c'est proposé là, d'ici le mois de mai. Disons, reprenons le contexte général. Nous sommes dans une situation très, très difficile aujourd'hui dans ce pays. Et une des difficultés vient de ce que les élections présidentielles n'ont pas encore eu lieu. Parce que ça va ralentir l'action. Moi, je ne suis pas hostile à ce que le président de la République gouverne jusqu'au dernier jour, pleinement, avec sa majorité. Cette réforme qu'il avait annoncée puis retirée, qu'il la fasse maintenant, moi, ça ne me gêne pas. Je pense que nous avons la chance dans la France, comparé à l'Allemagne ou à l'Italie, d'avoir un pouvoir exécutif fort, et qu'il soit fort jusqu'au dernier jour, ça ne me gêne pas. Donc, le fait qu'il décide au dernier moment, moi, il aurait pu le faire avant, bon, si c'est tenté ses idées. Mais ce n'est pas l'objectif de ce livre. L'objectif de ce livre, c'est d'essayer de montrer qu'il y a des choix très importants dont je voudrais vraiment qu'on parle. Alors vous dites que oui, parce qu'on n'en parle pas, les vraies questions ne sont pas posées, y compris vous dites que les journalistes ne posent pas assez les vraies questions aux candidats, et il faut sommer les candidats d'y répondre. Est-ce que tout de même, là, vous n'êtes pas rattrapé, malgré tout, un peu par l'actualité? Est-ce qu'au fond, ces vraies questions que vous posez dans le livre, elles ne sont pas en train d'être posées parce que l'actualité est celle qu'elle est, notamment si France, ou la question, par exemple, de la production, que vous abordez, vous, dans votre livre, produire ou pas français, comment relancer la production française, vous les abordez dans le livre, mais elles ont rattrapé les thèmes.
y écoutez, sont, là. s'il faut attendre qu'il y ait une série de 150 Alors, catastrophes pour que 150 questions soient posées, c'est un peu bête, quoi. Donc je préférais qu'on pose les questions avant plutôt qu'après. Il vaut mieux les traiter à froid. En particulier, toutes les questions que je pose sur l'école, sur la démographie, sur l'immigration, sur la drogue, sur le tabac, sur l'obésité, toutes les questions qu'on passe en général de côté et qui sont fondamentales pour définir le visage de la France dans les 50 prochaines années. Si vous voulez revenir à l'industrie, en effet, il y a des questions fondamentales. Le cas pratique dans lequel nous trouvons, que vous venez d'évoquer, est un cas plus de gestion gouvernementale que de philosophie d'ensemble. Mais quand on tire le fil, on en arrive aux questions fondamentales qui sont comme celles que j'ai posées dans le livre sur faut-il une banque publique de financement de l'économie? Faut-il d'autres modèles de développement que le modèle de l'entreprise capitaliste? Ça, c'est des questions de fond. Et en effet, l'exemple de Cifrance le pose. Mais si on peut éviter de traiter les problèmes seulement quand la catastrophe arrive, ce serait pas plus mal. Sur Cifrance, par exemple, on est dans une histoire complexe, là. On voit que tout d'un coup, un gouvernement inciterait des salariés d'une entreprise à monter cette fameuse SCOP, comme on aurait pu le rêver en d'autres temps, au bon temps des années 70. Jacques Attali, parfois, ces SCOP, qui n'étaient pas des SCOP encore, mais qui étaient des sortes de COP, pouvaient être appelés par les vœux de beaucoup de salariés. Et puis tout d'un coup, là, un gouvernement dit, écoutez, allez-y, et hop, les salariés, les syndicats disent, attention, mais c'est pas du tout comme ça qu'on en veut. Écoutez, il y a le mouvement coopératif est un mouvement exceptionnel. Moi, je suis pour les coopératives. Je l'écris depuis très longtemps. La coopérative, c'est un modèle alternatif dans le regard du capitalisme traditionnel et qui marche très bien. Vous avez des coopératives industrielles, des coopératives agricoles, des coopératives agroalimentaires, des coopératives de presse, le magazine Alter Eco, qui marche. Oui, mais c'est pas seulement des choses alternatives. Vous avez, par exemple, dans le domaine agroalimentaire, quelques-uns des plus grands fournisseurs de produits agroalimentaires français sont dans le statut coopératif. Vous avez aussi des banques qui sont coopératives, qui sont peut-être différemment coopératives, mais qui portent au moins ce nom. Vous avez des banques mutuelles, etc. Donc le monde coopératif, c'est vraiment un modèle de développement extraordinairement intéressant. Mais maintenant, coopérative, mutuelle ou ce qu'on voudra, il faut que l'entité soit viable, quel que soit le mode de propriété. Il y a l'entité qui doit être viable et il y a la nature de ses propriétaires. Et là, moi, je ne sais pas si l'entité est viable. Et une fois qu'on a défini si l'entité est viable, il faut savoir qui porte le risque. Alors, si le risque est... Dans une coopérative, le risque est porté pour l'essentiel par les salariés qui deviennent actionnaires. Voilà. Il me semble, dans la circonstance actuelle, que c'est très difficile à quelqu'un de dire aux autres « portez le risque ». Donc, en termes moraux, si une coopérative en situation d'urgence peut se justifier, il faut que le risque soit partagé. Alors évidemment, c'est contradictoire, parce que si c'est une coopérative, l'État ne peut pas être actionnaire. D'ailleurs, du point de vue du droit européen, l'État peut difficilement être actionnaire, mais enfin, il y a beaucoup de moyens pour partager le risque. Donc je dirais, pour ma part, premièrement, il faut vérifier que l'entité est viable, et deuxièmement, il faut que le risque soit partagé entre les futurs actionnaires salariés et d'autres acteurs, la SNCF, les collectivités territoriales, les différents acteurs multiples. Pour ma part, toutes ces questions ne sont pas résolues pour l'instant. Jacques Attali, dans un quart d'heure après le journal de 8 heures, nous détaillerons quelques-unes des 153 recommandations, sujets importants à traiter pour l'avenir du pays, avec Brice Couturier. Vous dites que la première, tout de même, des vertus qu'il faudra que le président ait, c'est le courage. Vous aviez soutenu pour la première socialiste François Hollande. Là, vous en soutenez un candidat ou c'est encore trop tôt pour le savoir? C'est trop tôt pour l'instant, évidemment, parce que j'ai écrit ce livre en essayant d'être aussi honnête que possible et en me détachant de mes convictions personnelles, de mes idées, pour essayer de montrer au pays qu'il y a des enjeux très importants, de poser ces enjeux et de faire en sorte que les électeurs, par votre intermédiaire, vous journalistes, obtiennent ces réponses. Donc vous n'avez pas choisi encore? Je dirai mon choix une fois que je reconnaîtrai les réponses des candidats. C'est honnête. Je dirai mes réponses quand je connaîtrai celles des candidats aux questions que je pose. 8 heures et presque 16 minutes, c'est l'heure de votre chronique. Et c'est la chronique qui introduit la partie débat. Brice Couturier, bonjour à vous. Bonjour Marc Vinchet, bonjour Jacques Attali, bonjour Agnès Benassi-Kéré. Alors quand Hollande a dit « sale mec », exprimait-il son opinion personnelle ou bien l'idée qu'il se fait de l'image de lui-même que Sarkozy aurait conscience de projeter ? La stratégie du président sortant consistant à incarner le sérieux de sa fonction malgré la faiblesse de son bilan, le sert-elle ou non ? Le candidat du PS a-t-il raison de ne révéler son programme qu'au compte-gouttes afin de ne pas s'exposer ? Nuit-il ainsi
à sa crédibilité globale? Est-il parvenu par sa nouvelle apparence physique à corriger son image de dilettante? Le calcul de François Bayrou de n'apparaître ni de droite ni de gauche est-il payant sur le plan électoral? Quelles sont les ambitions réelles du candidat centriste? Et les lunettes d'Eva Joly, par leur aspect ludique et branché, elles ancrent certes le caractère décalé que la candidate verte veut donner à sa candidature, mais en séduisant l'électorat bobo, ne risque-t-elle pas de s'aliéner la province? Oui, la France va devoir choisir l'équipe qui conduira le pays lors d'une des pires crises de son histoire, et on nous amuse avec des petites phrases et les commentaires de spécialistes en marketing. Derrière les analyses et les programmes, on cherche à décrypter les intentions cachées, le positionnement, l'agenda, comme si le réel avait disparu au profit de stratégies discursives, de campagnes d'images, bref, d'effets de réel. Mais enfin, les enjeux de cette double élection sont considérables et peut-être même historiques. Les dépenses publiques ont explosé et absorbent à présent presque 60% du PIB, record mondial. Dans le même temps, le niveau des prélèvements obligatoires qui reste très supérieur à la moyenne européenne a baissé à 43% de PIB et du coup la dette publique s'est envolée. Elle représentera à la fin de cette année pour l'État 4 années de recettes. Alors oui, les marges financières sont très étroites et toute promesse de dépenses supplémentaires devra être compensée par des économies prises ailleurs. Cela fait 30 ans que notre pays se révèle incapable d'assurer le plein emploi. Devons-nous nous résigner à laisser entre 10 et 15% de la population vivoter aux marges et aux frais de la société? La dégradation très rapide de notre balance commerciale témoigne de la perte générale de la compétitivité de nos entreprises. Nos spécialisations, nos points forts comme l'aéronautique, les énergies, l'agroalimentaire sont le fruit de décisions stratégiques qui ont été prises dans les années 70. Notre système de protection sociale n'est plus financé par la cotisation des actifs, mais là encore par le recours à l'endettement, ce qui est particulièrement dangereux dans un pays comme le nôtre qui vieillit et qui n'a pas créé de fonds de pension. Les performances de notre système éducatif présentent une baisse tendancielle que les moyens financiers supplémentaires semblent incapables d'enrayer. Un pourcentage chaque année plus élevé d'élèves sortent du primaire sans savoir vraiment ni lire ni écrire. La pénurie de logements en Île-de-France notamment est chronique. Notre position internationale s'est dégradée, le mythe du directeur franco-allemand en Europe ne doit plus faire illusion, c'est la riche Allemagne qui donne le là. Bref, tous les clignotants sont au rouge, et ce qu'on est en droit d'attendre de candidats à la fonction politique suprême, ce sont des solutions concrètes aux maux du pays, des projets chiffrés et crédibles. Alors, vous avez répertorié, Jacques Attali, dans votre livre 153 questions. Pour chacune, vous faites 2 propositions. C'est comme un catalogue destiné aux candidats, chacun pouvant y puiser des éléments de son programme, mais quelque chose me dit que vous n'aurez pas beaucoup plus de succès avec vos 316 propositions qu'avec vos 316 propositions pour libérer la croissance. Vous rêvez d'un grand soir réformiste à la suédoise, à la canadienne ou à la néo-zélandaise, mais il faut savoir que ces pays ont mué, oui, ils ont mué sous l'effet d'une crise qui les menaçait de ruine. Beaucoup pensent que la France, elle, n'a pas encore touché le fond et que par conséquent, les choses peuvent continuer en l'état un certain temps et pourquoi pas 5 ans. Alors pourquoi prendre le risque de l'impopularité en répondant à vos questions? Jacques Attali. Oui, c'est tout à fait, c'est très exactement ça. C'est très exactement ça. Pour quelqu'un qui doit porter la contradiction, Brice, je vous félicite pas quand même. Non, mais je pense que vous n'aurez pas de réponse. Je l'ai écrit, ce livre, en espérant avoir une réponse, et vous avez la gentillesse de m'inviter, donc j'espère que vous relayerez mes questions auprès des hommes politiques et que les lecteurs de ce livre relayeront aussi ces questions auprès de leurs députés, de leurs candidats aux élections, et que ces questions 153 et au moins les 15 plus importantes que j'ai énoncées seront posées et auront des réponses. Je n'y renonce pas. Vous savez, quand on est un intellectuel, qui par ailleurs est un homme d'action, mais qui est aussi un intellectuel, si on ne croit pas au pouvoir des mots, on renonce. Je crois au pouvoir des mots. Je crois au pouvoir de l'écriture, je crois au pouvoir de la parole, et je crois au pouvoir de l'invective publique. Et là, je fais une invective publique en disant « Candidats, répondez » ou autrement dit « Citoyens, réveillez-vous ». Posez les questions. Sinon, ce pays décline. Bien sûr, la France est un pays immensément riche. C'est peut-être le meilleur pays du monde en termes de qualité de vie, d'espérance de vie, de sécurité, etc. Et on peut s'enfoncer lentement. Mais ça n'empêche qu'une fois que le déclin a commencé, il est irréversible. Venise, la Flandre l'ont montré. Et c'est pas parce qu'on reste des nations puissantes sur d'autres dimensions, comme l'Allemagne l'a été au XIXe siècle, tout en commençant à s'enfoncer, comme l'Angleterre l'a été au XXe en commençant à s'enfoncer. C'est pas parce que les arts restent importants, la peinture ou la musique, que tout ça masque que nous sommes dans un déclin irréversible. Notre jeunesse part.
nos élites s'en vont. On commet en plus l'erreur folle de refuser d'accueillir ou d'aller chercher les meilleurs étrangers. Nous sommes dans une dynamique qui fait que ceux qui ont 20 ans aujourd'hui vivront dans un monde en déclin ou quitteront ce pays. Et c'est notre responsabilité de dire aux politiques, maintenant, prenez vos décisions. Pour cela, répondez à des questions qui engagent le pays pour 30 ans, 40 ans. Sur la défense. Est-ce qu'il n'y a pas que... Il y a aussi, et vous l'avez écrit dans votre ouvrage, est-ce qu'il n'y a pas aussi au fond que la roue tourne, si j'ose dire, Jacques Attali, que les pays autrefois faibles, dits émergents, sont aujourd'hui plus émergents que jamais, et qu'au fond, les influences mondiales changent. Nous ne sommes peut-être plus le centre du monde comme nous pensions que nous l'avons été, et qu'aujourd'hui, enfin que demain sera le Brésil, l'Inde et le Pacifique. Ce n'est pas joué d'avance. L'Europe reste la première puissance économique et intellectuelle du monde. Si l'Europe était comparée aux États-Unis aujourd'hui, à tout point de vue, l'Europe va mieux que les États-Unis. En termes d'emploi, en termes de défense, en termes de politique, de balance des paiements, en termes de dette publique, l'Europe va moins mal, disons, que les États-Unis. Et si l'Europe devenait une puissance fédérale, beaucoup d'économistes américains ou d'observateurs américains reconnaissent que l'Europe peut devenir la première puissance du XXIe siècle. Militaire, économique, politique, niveau de vie, emploi. C'est possible. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire fédéral? Parce qu'on emploie ce mot de fédéral quand même à tout bout de champ en disant au fond, il faudrait que l'Europe devienne fédérale. Et puis on voit bien que souvent, ce mot rencontre beaucoup de résistance en disant, mais fédéral, ça veut dire quoi? Qu'on va perdre de soi-même et qu'on donne un bout de sa souveraineté, un bout de son identité. À qui, à quoi et surtout au marché, une fois de plus. Bien sûr, mais exactement. Tout le choix aujourd'hui, c'est entre l'illusion nationale qui donne tout pouvoir au marché et l'ambition fédérale européenne. On a le choix entre une perte de souveraineté à l'égard de nous-mêmes, les Européens, ou une perte de souveraineté à l'égard des marchés, c'est-à-dire à ceux qui nous permettent de vivre à crédit, parce que les marchés, c'est les prêteurs. Donc c'est ça le choix. Alors tous ceux qui disent on abandonne la souveraineté à l'Europe sont en train en fait d'accélérer la perte de souveraineté à l'égard des marchés. Mais il faut pour ça avoir conscience. Mais ça veut dire qu'il faut laisser un peu de soi-même, si j'ose dire, justement pour... Mais on est en train de laisser tout soi-même, comme vous l'avez très bien décrit tout à l'heure, à l'égard des marchés, en étant une nation endettée comme on est. On est fini. Si on n'est pas capable de mettre ensemble nos forces européennes, c'est ça qui est ralent. L'Europe, en tant qu'ensemble économique, n'a pas de dette. L'Union européenne, l'eurozone, en structure juridique, a 0 dette, alors que les États-Unis ont 15 trillions de dettes, que le Japon a 200% de dette. Nous n'avons pas de dette. Nous avons des dettes au niveau local de chaque État, mais nous n'avons pas de dette fédérale. Donc nous avons encore un potentiel de croissance énorme en Europe. Nous avons une qualité de vie qui nous permettrait d'attirer les meilleurs chercheurs, les meilleurs innovateurs, beaucoup plus que les États-Unis où la vie est si difficile pour beaucoup d'Américains et de gens qui y viennent. Donc on n'a rien à redouter de l'avenir si on est capable de s'y prendre. Un point d'histoire et un mot de précision. Pour bien comprendre ce que serait un fédéralisme, ce que serait le fédéralisme, il faut le comparer. Et est-ce que cette comparaison a raison, par exemple, à la Suisse, au modèle fédéral suisse? À long terme, oui, c'est exactement ça. La Suisse s'est construite à partir de cantons qui ont refusé une influence extérieure et qui se sont rassemblés pour lutter contre l'influence de l'Empire romain germanique. Mais aussi comme les États-Unis se sont construits. Les États-Unis ont failli en 1790 basculer dans l'explosion face à la menace anglaise qui revenait après le départ des troupes françaises en raison de la Révolution française. Les États-Unis ont eu 4 hommes politiques majeurs, Washington, Jefferson, Hamilton et Madison, qui ont décidé à ce moment-là de créer un budget fédéral, des bons du Trésor américain, une armée fédérale, et c'était parti. Et ça a évité ce qui est arrivé en catastrophe à l'Amérique latine, qui s'est coupé en morceaux parce que Bolivar a échoué là où Washington a réussi. Et nous sommes exactement à ce moment de l'histoire. Et pourquoi ne le fait-on pas, nous? Parce qu'on n'a sans doute pas une Jefferson, Madison, Hamilton et Washington en Europe aujourd'hui. On peut peut-être revenir à ce moment-là au rôle que vous avez joué dans le fameux tournant de 1983. On était exactement face au même genre de dilemme. Il y avait François Mitterrand qui était conseillé par certains, comme Chevènement qui le dit dans son livre, de couper avec l'Europe et d'essayer le développement, enfin la relance dans un seul pays qui aurait été la France, et de rompre avec l'Europe. Vous avez été de ceux qui, avec Pierre Mauroy et Jacques Delors, lui avaient dit que c'était dangereux, qu'il ne fallait pas le faire. Et finalement, Mitterrand a tranché dans votre sens à vous. Aujourd'hui, on est face à un dilemme à peu près du même ordre. Oui, absolument. On est exactement dans la même situation. L'Europe a vécu, la France a vécu plusieurs étapes. Celle-là, où on a eu le choix entre tenter un socialisme dans un seul pays, à la soviétique en quelque sorte, ou à la Cuba, ou ce qu'on voudra. On était en 83 sous le premier gouvernement socialiste, le gouvernement Mauroy. Le gouvernement Mauroy, et il
y a eu une crise de la monnaie telle que... 3 dévaluations, c'est ça. Je signale que la situation était tragique, mais si on compare les chiffres à la situation d'aujourd'hui, elle était bien moins grave qu'aujourd'hui. En termes de déficit extérieur, de déficit interne, la situation était loin d'être aussi grave qu'aujourd'hui. Bon, donc on a pourquoi choisi ça. avez-vous poussé dans le sens de C'était en Europe? le déclin garanti, c'était la fermeture des frontières, le déclin absolu garanti, le protectionnisme, la fermeture du pays qui devenait une annexe du système soviétique. C'était fini. Oui, mais d'aucuns disent que du coup, les socialistes se sont vendus au marché. Non, absolument pas. Chevènement fait ce constat-là, tout de même, en racontant un conseil des ministres, au fond, il dit on a été mis devant le fait accompli. Évidemment, le fait accompli, c'est une décision stratégique qui appartenait au président de la République. Le conseil des ministres n'a pas voté, il ne vote jamais d'ailleurs. J'ai eu le privilège d'assister pendant 10 ans et de participer à ces réunions. Je peux vous dire que le conseil des ministres, ce n'est pas une instance où on vote, surtout sur des sujets comme ça. Le président a informé le gouvernement de sa décision. Et c'est normal. Et Mauroy est parti. Mauroy est resté. Ah non, au contraire, Mauroy avait mis sa démission sur la table. A menacé de partir si on faisait une autre politique. Mais celui qui lui succéda fut Laurent Fabius, dont on dit qu'il a ensuite, au fond, lui, mené une politique libérale. Eh bien, parce que la doxa de l'époque l'était. Oui, vous avez raison. C'est ça que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Europe se construit par étapes. Et il faut qu'il y ait des hommes politiques qui veuillent ce chemin long pour qu'il ait du sens. Ce chemin long, c'est on construit ensemble un espace commun, le marché commun. Le marché commun, ça ne suffit pas, parce que s'il n'y a qu'un marché commun, il peut y avoir des protectionnismes masqués sous forme de normes techniques. D'où le marché unique, qui donne le sentiment que l'Europe devient un marché. Mais le marché unique, ça ne marche pas s'il y a des dévaluations compétitives. D'où il faut la monnaie unique. Et là, nous sommes au grand saut suivant. La monnaie unique ne durera pas, elle disparaîtra s'il n'y a pas de fédéralisme. Quand je dis, je répète que l'euro peut disparaître, il disparaîtra. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire d'une monnaie unique sans pouvoir politique. Ça n'existe pas. Sur le long terme, ça n'existe pas. L'euro disparaîtra si on n'a pas de pouvoir politique. Alors on peut décider de ne pas l'avoir. Dans ce cas-là, on revient à la monnaie nationale. Parenthèse de déclin immense de 30 à 40% du revenu de chacun des Français. Détail pendant un certain temps. Mais ce n'est pas le sujet du livre, là on parle d'autre chose. Mais on peut le faire, on peut y arriver, on peut survivre à ça, et puis on repart dans l'inconnu le plus total. C'est ce qui va se passer, le plus vraisemblablement. Parce qu'on n'a pas d'hommes politiques, parce que la campagne politique française n'est pas sur ce sujet, ni sur les grands sujets. Parce qu'il n'y a pas d'homme politique aujourd'hui à la hauteur de ce qu'était Mitterrand et Kohl, par exemple. Mais parce que vous ne posez pas non plus les bonnes questions à ces gens-là, parce que les électeurs ne sont pas... C'est-à-dire qu'on leur pose parfois, je reconnais qu'ils ne répondent pas forcément. Oui, mais il faut encore continuer, poser. Il faut que les électeurs... Je prends les sujets de défense, par exemple. Il y a un choix très important qui doit être fait par le prochain président de la République, que personne ne pose, c'est faut-il ou non garder les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins? C'est une question très importante. Ça définit notre stratégie. On peut penser qu'on peut être contre, parce qu'après tout, il n'y a plus l'Union soviétique et que la menace n'est plus là. On peut se dire les sous-marins nucléaires, ils vont être en 2030, ils seront détectables, on ne peut pas les avoir. On peut se dire aussi, ça coûte cher. Les actuels 4 sous-marins nous ont coûté 15 milliards, plus autant en dépenses de fonctionnement. Donc c'est beaucoup d'argent. On peut se dire, on ne le fait pas. Mais si on ne le fait pas... on abandonne totalement l'idée que l'Europe, puisque la France est la seule à en avoir, ait les moyens d'une défense autonome à l'égard par rapport aux États-Unis. On se met entièrement entre les mains des Américains. On peut se dire, on va partager les dépenses avec les Anglais. Dans ce cas-là, il faut s'intégrer politiquement avec les Anglais. Donc ça pose la question de l'intégration en matière de défense de l'Europe. Ce sont des questions fondamentales. Le président de la République est d'abord responsable de ça. Et je n'ai pas entendu aucun des candidats, pour l'instant, me dire, ou nous dire, ou vous dire, oui ou non, je ne mettrai pas. Mais parce qu'électoralement, ça ne paye pas, Jacques Attali. Vous êtes bien placé pour savoir. Mais c'est pas que ça ne paye pas. Nous sommes un pays. Je crois qu'on se trompe là-dessus. Les électeurs, et en particulier les auditeurs de France Culture, mais pas seulement eux, sont des gens extrêmement compétents, extrêmement mûrs, qui dans les cafés du commerce ou dans les dîners de famille parlent beaucoup plus sérieusement que les hommes politiques sur les tréteaux. Et ont envie d'entendre des choses beaucoup plus sérieuses que et que vous dites au fond que les histoires de petites phrases. Vous dites que le lecteur, les lecteurs, l'auditeur français de base, comme nous sommes, justement, peut reconnaître la valeur de l'homme politique, non pas à savoir s'il est d'accord ou pas avec lui, mais au courage de ce qu'il dira. Exactement. Prenez l'exemple de François Mitterrand avec la peine de mort. Oui, François Mitterrand a été donné comme battu à l'élection présidentielle de mars 81, quand un journaliste, croyant lui faire du tort et le faire trébucher, lui a posé à la fin d'une émission de télévision en février 81 la question, est-ce que vous confirmez que vous êtes contre la peine de mort? Et il a répondu très spontanément, je sais que ce que je vais dire n'est pas populaire, mais je suis contre la peine de mort pour des raisons morales, éthiques et politiques. Eh bien, en disant, je sais que ce que je dis est impopulaire, il a crédibilisé tout le reste de son discours, parce qu'il a montré sa sincérité et son courage. Et c'est cela
que les gens ont envie d'entendre. Ils ont envie d'entendre des réponses claires. Je me suis efforcé de donner les questions fondamentales. J'espère que dans les 3 mois, c'est très court, 3 mois, on aura ces réponses. Agnès Benassi-Kéré. Oui, je voulais rester sur la comparaison avec le début des années 80 qui me semble très intéressante. Entre 1981 et 83, je crois, il y a eu 3 dévaluations. C'est des dévaluations qui ont été poussées par les forces du marché. Contrairement à ce qu'on pense, les forces du marché étaient très fortes à cette époque-là. Il n'y a pas eu de débat politique autour de ces dévaluations. Or, une dévaluation, c'est une perte de pouvoir d'achat qui est contre un gain de compétitivité. Donc aujourd'hui, on a un débat sur la TVA sociale à l'étranger, la TVA sociale est appelée dévaluation fiscale. Parce que très exact, c'est exactement ça. C'est l'équivalent, et donc on envisage d'accepter des pertes de pouvoir d'achat contre un gain de compétitivité. Donc c'est l'équivalent, c'est moins important parce qu'on est en train de parler de 3 points contre 20% quand on dévalue monétairement. Mais je voulais donner une note d'optimisme parce que finalement aujourd'hui on est en train de débattre, je dirais pas complètement tranquillement, mais disons hors des forces de marché de cette dévaluation. Parce qu'on a fait l'euro, c'est l'euro qui permet de faire ça. C'est parce qu'on fait une dévaluation à l'intérieur de l'euro. Et ce sujet qui est absolument essentiel, est-ce qu'on accepte des pertes de pouvoir d'achat pour gagner en compétitivité? Ce sujet est réellement débattu au niveau politique, ce qui n'était pas le cas dans le passé où on faisait des dévaluations monétaires un peu par derrière sans interroger les citoyens. Pardonnez-moi, mais Jacques Attali. On peut très bien aujourd'hui, grâce à l'euro, débattre tranquillement de ça parce qu'on peut débattre d'une éventuelle dévaluation à l'intérieur de l'euro sans que ça menace que les marchés s'en mêlent, puisque c'est à l'intérieur d'une même monnaie. Mettre un débat public sur la dévaluation entre 80 et 83, c'était impossible. Bien évidemment. Parce que les marchés surveillaient et que si on ne fait pas une dévaluation par surprise, les marchés anticipent la dévaluation et on perd tout et on crée les conditions d'un désastre. Donc l'euro nous permet de débattre sereinement de cela. C'est un des acquis de l'immense espace économique que permet l'euro, mais il sera perdu si on ne va pas plus loin. Agnès Benassi-Kéré, Brice Couturier. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est un acquis, disons, de l'euro. En même temps, c'est vrai que si on fait une dévaluation fiscale, ça n'aura pas la même ampleur, dans tous les cas, qu'une dévaluation monétaire. Pour revenir au problème européen, vous nous dites, Jacques Attali, et moi je le pense, on a mis en tous les cas la charrue avant les bœufs en faisant la monnaie unique, sans ce qui va avec, c'est-à-dire une politique budgétaire, économique et fiscale qui soit fédéralisée. Ça comporte quoi, le fédéralisme européen, comme disait Marc Broichet? On a parlé déjà d'un budget fédéral. On sait que l'Europe n'a quasiment pas de budget. C'est 1% du PIB de chacun des États qui va vers l'Union. Mais ça implique aussi, il faut quand même le dire aux électeurs français, ça implique aussi un abandon de souveraineté. Marc le mettait en lumière tout à l'heure, en ce qui concerne la politique budgétaire et fiscale. Ça comporte le fait, par exemple, qu'on nous imposerait de dépenser certainement, enfin de limiter notre endettement public en période de faste dans des proportions qui sont contraires avec la culture politique et budgétaire française. Mais encore une fois... Et c'est pour ça qu'on freine, et c'est pour ça que les candidats ne veulent pas se prononcer sur cette question. Jacques Attali. On a bien vu que ce choix n'est pas posé en ces termes, puisque le marché lui-même nous impose la même chose. Et pire encore, on ne peut pas à la fois dire qu'on est contre les agences de notation qui vont nous imposer de réduire les déficits et dire qu'on est contre l'Europe. À ce moment-là, on est doublement mythomane. On est mythomane à l'égard de la réalité du marché et de la réalité politique. Personne ne peut vivre durablement au-dessus de ses moyens. Point. Et la question est de savoir s'il dépend de lui-même pour réduire ses dettes. On nous a dit le contraire pendant un certain nombre d'années. Souvenez-vous, il y avait quand même l'OFCE, par exemple, qui nous disait que plus on faisait de la dette et plus c'était de la croissance et plus c'était de l'emploi à venir. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'étais pas d'accord avec eux, je l'ai dit publiquement pendant de longues années. C'était le discours dominant pendant très longtemps. C'était le discours dominant, mais il faut aussi garder présent à l'esprit une chose précise. Si nous avions aujourd'hui les mêmes impôts qu'en l'an 2000, et si nous n'avions rien changé d'autre, notre dette publique serait de 22 points du PIB inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Nous avons fait l'incroyable laxisme, depuis le gouvernement Jospin, de baisser massivement les impôts sans baisser les dépenses. Nous avons fait de plus de 20%, il manque 22%, vous dites, dans les caisses de l'État, grosso modo. On serait à 65% du PIB. On a fait l'incroyable erreur de baisser les impôts sans baisser les dépenses. Fiscales multipliées. Et gauche et droite confondues, on a fait ça. Démagogie, baisser les impôts,
tout le monde applaudit. Augmenter les dépenses, tout le monde applaudit. Mais faire... Jospin l'a fait à un moment où il disait que les caisses de l'État étaient très bien Ben remplies. oui, mais c'est exactement à ce moment-là qu'il fallait au contraire faire des économies, mettre une cagnotte de côté, investir. La fameuse cagnotte. Et pas réduire les impôts. C'est une erreur. C'est à ce moment-là qu'il fallait le faire. Et aujourd'hui, évidemment, on a encore doublé l'erreur en faisant comme les autres d'ailleurs, parce qu'on n'a pas été seul à faire cette erreur, et j'étais parmi les rares qui s'y opposaient, à croire qu'on pouvait combattre la crise de 2008 en augmentant le déficit budgétaire. C'était une folie. C'était lâcher le dernier joker qu'on avait. C'est-à-dire le fait qu'on n'avait pas un endettement très élevé. Voilà, maintenant, nous sommes en situation de devoir véritablement reprendre la main. Nous sommes au bord de la faillite. Là, vous avez dit 4 ans. C'est minimum le cas, hein, comme disent quelques économistes. Aucun pays au monde qui ne serait pas dans l'euro ne serait pas aujourd'hui soumis à ce que le Fonds monétaire vienne à l'Élysée donner des ordres au président de la République. C'est ça dont il faut prendre conscience. On parle de perte de souveraineté, mais elle est là. Elle est là si on ne prend pas maintenant des décisions. Il faut trouver 90 milliards en 3 ans. Maîtriser les dépenses. C'est votre première question. Où trouver en 3 ans au plus, c'est votre première des 153 questions et la première des 15 les plus importantes sur les 153. Où trouver en 3 ans au plus les 90 milliards nécessaires pour maîtriser la dette publique et retrouver une autonomie de décision. Mais est-ce que vous avez la réponse, mon sang de bois? Oui, il y en a au moins deux possibles. Je les donne dans le livre. Il y a au moins 2 façons de le faire. L'une, ce qui est, disons, une façon de gauche, plus à gauche, qui est d'augmenter les impôts, et une plus à droite, qui est de réduire les dépenses. Alors on peut équilibrer. Il y a des gaspillages absolument partout dans ce pays qu'on peut réduire. Hein. Quand la Banque de France coûte 6 fois plus que la Banque d'Angleterre dans son fonctionnement, alors que la Banque d'Angleterre est une banque pleine et entière avec une vraie monnaie, je me pose des questions, même si le gouverneur a eu l'amabilité de me répondre en détail quand j'ai dit ça pour la première fois publiquement. Mais il y a plein d'exemples de ce genre. Est-ce que vous savez que nous avons plus de ronds-points autour dans les villages français que dans toute l'Europe réunie? Il y a quand même un petit problème. En général, on dit que c'est la faute de l'Europe, ça. C'est la réglementation européenne qui nous impose les ronds-points. C'est parce qu'on a la ville, l'agglomération, le canton, le pays, le département, la région, et que chacun veut mettre son drapeau quelque part. Non, et on a des gaspillages formidables. On a des niches fiscales qui n'ont pas de sens. On a une fiscalité qui est bourrée de trous. Et on a évidemment de quoi faire des économies. J'en donne la liste en détail en donnant des solutions de gauche et de droite qui sont simples. Simplement, il faut avoir la volonté de le faire. Et le courage, dites-vous. Et le courage politique, parce que je ne vois pas un seul homme politique aujourd'hui qui aurait le courage de dire à ses électeurs: il y aura moins de ronds-points, il y aura plus d'impôts, les allocations familiales seront mises intégrées dans l'impôt sur le revenu, et autre chose qu'il va évidemment falloir faire. De toute façon, on le fera au lendemain des élections. Agnès Benassi-Carré. Oui, je voulais revenir à cette question de la dette. Le 9 décembre, nous nous sommes engagés à réduire le déficit sur le moyen terme à 0,5% du PIB. De manière permanente. Et donc ça, c'est un objectif extrêmement ambitieux. Je ne sais pas comment on va faire, mais on aura certainement besoin des conseils de la Commission européenne, si ce n'est du FMI. Mais ce que je voulais dire, c'est que si on suit cette règle, en fait, dans le long terme, dans le très long terme, ça veut dire que la dette française, comme la dette de nos partenaires, va aller à zéro, en fait, tendanciellement en pourcentage du PIB, à partir du moment où la croissance ne sera pas zéro ou moins. Donc, pourquoi pas? Mais une dette nulle n'est certainement pas optimale. On ne connaît pas le niveau optimal de la dette publique, mais zéro, c'est sans doute pas optimal. Alors, ça veut dire qu'il faudrait, à côté de ces dettes publiques Comment nationales... ça, zéro, c'est pas optimal? Attendez, parce que vous me semez là. il faut investir pour l'avenir. En général, on dit que c'est bien de ne pas avoir de dette. Quoi. Une entreprise dira jamais que le niveau optimal de sa dette, c'est zéro. Il faut investir pour l'avenir. Alors, si ce n'est pas des ronds-points, oui, mais enfin, comme disait Brice Couturier, à une époque, la doxa a été faite de la dette, il faudrait de la croissance. On voit bien que la croissance, elle n'est pas au rendez-vous quand même non plus. Il ne faut pas s'endetter pour payer les fonctionnaires, mais on peut s'endetter pour construire des infrastructures productives. Exactement. C'est pour ça que des moyens de transport. Je crois qu'il faut bien distinguer la bonne dette de la mauvaise dette. La bonne dette, c'est la dette qui sert à investir. Et c'est à cela que la construction d'une puissance européenne qui, elle, n'a pas de dette et pourrait s'endetter pour financer des infrastructures avec ce qu'on appelle les euro-obligations, ça, c'est une bonne dette. Mais les ménages le voient bien. Un ménage qui s'endette pour acheter un logement, s'il a des revenus qui vont en face, c'est de la bonne dette. Mais un ménage qui s'achète pour une télévision qu'il n'a pas les moyens de payer, ça, c'est de la mauvaise dette. C'est vrai pour les États de la même façon.
Donc ça veut dire que Agnès si on accepte Benassi-Carré. cette règle, puisque il faut prendre nos partenaires européens tels qu'ils sont, et en particulier les Allemands tels qu'ils sont, et non pas tels qu'on aimerait qu'ils soient. Donc la réalité est là. Et donc ça veut dire qu'à côté de ces règles très strictes au niveau national, on a absolument besoin d'une politique budgétaire au niveau européen. Sinon, c'est la mort. Et donc l'accord du 9 décembre est incomplet. Et c'est justement là-dessus qu'il faut bâtir. Et on aimerait bien entendre les candidats sur ce sujet. Jacques Attali, dans les 15 questions que vous posez, il y en a une par exemple qui renvoie également au fond en général à quelle est la place aujourd'hui et l'autorité de l'État dans la vie publique, dans la vie politique, dans la vie économique. Et évidemment, on pense au logement. C'est la 12e question. Faut-il rendre à l'État la maîtrise du foncier pour régler la crise du logement? Réponse? Oui, il y a dans les questions, il y a des questions sur l'addiction au tabac, sur l'obésité, sur l'école, Oui, enfin, sur la le santé. logement. Là, Alors sur le logement qui est absolument central, on peut dire le logement ça appartient, premier choix, le logement ça appartient aux collectivités locales, c'est à eux à le faire et c'est eux qui le feront le mieux. Ou on peut dire les collectivités locales à qui on a donné le pouvoir du logement ont échoué parce qu'aujourd'hui elles sont incapables d'accepter du foncier, en particulier parce qu'elles ne veulent pas accepter des logements sociaux sur leur territoire et donc elles n'acceptent pas non plus des bâtiments de trop haut niveau, des gratte-ciel comme dans beaucoup d'autres pays. Et donc tant que le foncier n'est pas redonné à une puissance tutélaire qui est l'État et qui le reprend aux collectivités locales, le foncier est bloqué, donc on ne peut pas construire de logement. Et c'est le grand choix. Ce qui renvoie à d'autres choix d'ailleurs, parce que tant que le Parlement est entre les mains, pris en otage par les élus locaux, parce qu'il y a un cumul des mandats qui fait que tant l'Assemblée nationale que le Sénat est composé de gens qui ne pensent pas, beaucoup d'entre eux, à l'intérêt général, mais à leur intérêt d'élu local, ils ne voteront jamais une mesure de ce genre, alors qu'aujourd'hui, me semble-t-il, et donc je fais là un choix entre les deux branches de l'alternative que je propose, si on ne rend pas à l'État le pouvoir qu'il avait avant de décider du foncier, eh bien on ne construira jamais assez de logements dans ce pays. 8h42, le coup d'œil de Thomas Cluzel. Thomas. Oui, avec un article à lire dans le nouveau numéro du Courrier International, l'hebdomadaire qui fait sa une avec ce titre « Où va le 21e siècle ?» Eh bien, l'une des réponses avancées est à lire notamment dans un article traduit de l'hebdomadaire allemand Stern et intitulé « Il était une fois l'Occident ». Il y a 5 ans, écrit le journal, le monde semblait encore être ce qu'on croyait qu'il était lors du sommet du G8. Les chefs d'État réunis pour se concerter sur l'ordre du monde s'affichaient dans des fauteuils en osier, publiaient un communiqué et promettaient des fonds à l'Afrique. Une légion de journalistes, de manifestants et de policiers tourbillonnaient autour d'eux. Bref, rien ne laissait paraître que ce sommet signait la fin d'une époque. Et pourtant, à l'automne de l'année suivante, l'effondrement de la banque Lehman Brothers marquait le début de la crise financière qui allait prodigieusement accélérer une tendance déjà sensible, le déclin de l'Occident et la montée en puissance du reste du monde. Désormais, lorsque les grands chefs d'État se concertent, ils ne sont plus 7 ou 8, mais plus de 20, et ce ne sont plus les puissances européennes et les États-Unis qui font la leçon à l'Asie ou à l'Amérique latine, mais l'inverse. Seulement voilà, la domination de l'Occident, de son économie, de ses sciences, de sa culture, nous semble encore aujourd'hui si normale que pour nous, cet ordre du monde est une sorte de loi de la nature. C'est presque l'achèvement de l'histoire de l'humanité, une société démocratique qui possède un tel pouvoir d'attraction qu'aucun autre modèle ne peut la supplanter. Souvenez-vous, au début des années 90, Fukuyama qui fantasmait sur la fin de l'histoire. Et pourtant, vérité banale s'il en est, l'histoire ne s'arrête pas. L'ère occidentale touche même à sa fin. Les pays émergents contribuent déjà presque autant à la production économique mondiale que les États du G7. Derrière les BRICS, ces pays en plein boom que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, se pressent déjà les Next 11, les 11 prochains qui comprennent le Mexique, la Corée du Sud, la Turquie et qui sont en passe de rivaliser avec le club des pays industrialisés occidentaux. Même l'Afrique, continent aux 1000 crises, n'est plus un cas désespéré. Rares sont aujourd'hui les régions du monde qui peuvent s'enorgueillir d'une croissance égale à celle de l'Afrique subsaharienne, même si elle demeure limitée. Le monde est sans dessus-dessous. Le plus grand centre commercial se trouve en Chine, l'édifice le plus élevé à Dubaï, la plus grosse industrie cinématographique en Inde, l'homme le plus riche est mexicain et des entreprises africaines délocalisent leur production en Europe. Et au-dessus de toutes ces nouvelles puissances, donc, trône la Chine. Or, l'ascension de la Chine représente un défi idéologique pour l'Occident, car avec elle, la notion de modernité n'est plus automatiquement associée à des valeurs comme celle de la liberté d'opinion. Pékin nous montre que la réussite économique ne mène pas nécessairement à un renforcement de la démocratie. Or, ce modèle nous inquiète. Alors, qu'est-ce à dire pour nous, aux Occidentaux ? Nous croyons que notre vision du monde est absolue, intemporelle. Nous considérons la tolérance, par exemple, comme une invention occidentale des temps modernes, alors qu'au Moyen-Âge, les musulmans, qui dominaient la péninsule ibérique, autorisaient la liberté de culte bien plus que leurs voisins chrétiens.
Nous écoutons des infos internationales sur la BBC. Nous ignorons que dans de vastes régions du monde, les chaînes Al Jazeera, NDTV basées à New Delhi, CCTV à Pékin donnent le ton. Nous croyons que l'ordre occidental est le plus juste et nous ne nous demandons pas s'il ne serait pas préférable que la Chine, qui représente 20% de la population mondiale, domine le monde à la place des États-Unis. C'est un paradoxe, conclut l'historien Paul Cohen. Les Occidentaux, qui ont plus que quiconque contribué à créer le monde moderne, sont les moins à même de le comprendre. Un jour, nous nous réveillerons et nous nous apercevrons que le monde est devenu autre. D'ici là, nous pouvons encore garder les yeux fermés quelque temps ou bien nous préparer. Le coup d'œil d'Orsay, c'est le numéro de ce jeudi qui sort hebdo de Courrier International. Oui, mais c'est pas marrant, hein? Non, mais c'est un univers passionnant qui se prépare, dans lequel l'Europe a tout à fait sa place, si elle est capable de la jouer, dans lequel les puissances qui montent ont encore énormément de chemin intérieur. Moi, je pense que la Chine va se concentrer sur elle-même, parce qu'elle a des grandes difficultés internes à régler, et que le monde va être plus multipolaire que dominé par une puissance qui remplacera les États-Unis. Nous sommes plus à un moment qui ressemble à la fin de l'Empire romain qu'à celui qui ressemble au remplacement de la puissance anglaise par la puissance américaine. Et cela, c'est beaucoup plus ouvert comme perspective. Jacques Attali, nous n'avons pas tout détaillé, mais enfin, donc je rappelle, candidat répondez, 153 sujets brûlants, dont 15 en priorité pour faire se départager les candidats qui répondront ou pas à ces sujets brûlants. On n'en a pas parlé de tous. Il y a par exemple l'industrie, je note que pour l'industrie. Et l'écologie. Voilà, l'écologie. Pour l'industrie, vous dites qu'il faut arrêter de dire que c'est le modèle allemand qui prime, il faut plutôt se tourner vers les Italiens, la manière dont l'Italie a conservé et produit son industrie. Bon, il y a plein de choses comme ça, évidemment, à décrypter. D'ailleurs, un mot sur l'Italie. On a reproché à un moment donné que, par exemple, Mario Monti soit mis en place par les marchés, que ce soit plus un expert qu'un politique qui dirige. Mario Monti, il était dans votre commission en train de réflexion. Oui. Bon, il dit aujourd'hui dans le Figaro, l'Europe n'a plus aucune raison d'avoir peur de l'Italie. Alors, juste un expert, un coloré sans saveur, ou c'est l'homme ad hoc, par exemple? D'abord, c'est pas seulement un expert, c'est un homme politique qui a été élu par le Parlement. Donc le fait qu'il l'ait choisi rend la chose... Il faut oublier ça. C'est pas un gouvernement de technocrate, c'est un gouvernement démocratique. C'est un grand monsieur dont j'espère qu'il va réussir et qui va nous faire oublier l'obscurantisme de son prédécesseur. Et l'Italie, en effet, va d'une certaine façon moins mal que la France. La balance des paiements italienne est excédentaire grâce à son industrie et son budget a un déficit primaire, un excédent primaire alors que nous avons un déficit primaire. C'est-à-dire que l'Italie pourrait cesser de payer sa dette et continuer à fonctionner, ce qui n'est pas le cas de la France. Donc l'Italie va moins mal que la France. Ben voilà qui change d'ailleurs totalement la physionomie du chapeau introductif de ce que je voulais dire là. Vous l'avez quasiment fait après tout, parce que c'est un peu comme une sorte, de pied de nez, de taquinerie un peu à Jacques Attali, cette chronique-là, Agnès Benassi-Kéré, sur les prévisionnistes. Parce qu'au fond, quand même, Jacques Attali, souvent, vous aimez bien dire que, non pas faire l'oracle, mais tout de même éclairer l'avenir par des expertises, et non pas des prévisions, mais enfin tout de même des phares. Hein. Bon, vous feriez partie un peu de ceux qui prévoient parfois que les choses vont mal se passer et que Agnès Benassi-Kéré raille un peu, non? Mais je suis entièrement d'accord avec elle. C'était très intéressant d'ailleurs sa comparaison entre les économistes et les météorologues. Parce que c'est exactement, moi je le vis exactement comme ça. Je crois qu'il est assez possible de prévoir les évolutions à long terme. Ce que vous aimez bien faire, en tout cas. C'est plus facile d'abord parce qu'en 2050, on a moins de chances d'être là pour vérifier que ça s'injure. Oui, c'est d'accord. Mais plus sérieusement, parce que les tendances longues sont plus faciles à repérer. Et je pense qu'on ne se trompe pas trop. Et si je peux me permettre de me référer à ce que j'écris depuis quelques décennies, on arrive à ne pas trop se tromper sur les tendanses longues. Oui. Enfin, l'euro a passé Noël quand même, Jacques Attali, oui, si je puis me permettre. Non, c'est très intéressant. Parce que je n'ai pas dit l'euro ne passera pas Noël. J'ai dit, si la Banque centrale n'intervient pas, l'euro ne passera pas Noël. Et je suis très heureux que l'euro ait passé Noël et je suis très heureux que la Banque centrale est intervenue. C'est comme si je vous dis, et ça renvoie à ce que disait Mme Benassi-Kéré, si je vous dis il y a un piano qui va vous tomber sur la tête, et si vous bougez parce que vous m'avez entendu, le piano ne vous tombe pas sur la tête. J'ai créé les conditions de ma propre erreur et je suis heureux de ma propre erreur. C'est très vieux, c'est vieux comme le monde, on trouve ça. Il y a deux sortes de prophètes dans la Bible. Il y a les prophètes qui veulent avoir raison, comme Ézéchiel en décrivant le paradis, et il y a les prophètes qui veulent avoir tort, comme Jérémie, qui disent si vous faites rien, vous allez devenir les esclaves des Égyptiens. Et il crée les conditions de sa propre erreur. Je souhaite
parfois, et c'est vrai que Mme Benassi-Kéré a décrit les prévisionnistes qui veulent être objectifs, comme les agences, les instituts de statistiques. Moi, dans ce cas-là, à la fois je fais des prévisions longues, mais quand je fais des prévisions courtes, c'est aussi pour créer les conditions qu'on agisse, qu'on se réveille, qu'on bouge, et qu'on fasse en sorte qu'elles ne se réalisent pas. Alors vous le savez, au matin, nous ne sommes pas forcément friands ni grands consommateurs de sondages d'opinion. Mais enfin, voilà qu'un chiffre paru dans la Croix du jeudi 29 décembre nous a tout de même interpellés. Comme on dit à France Culture, 79% des Français estiment que la campagne électorale apporte des réponses assez ou très éloignées de leurs préoccupations. Sondage réalisé par OpinionWay Fiducial. Le décalage des candidats par rapport aux attentes des Français, eh bien, c'est justement ce qui vous préoccupe. Jacques Attali, vous publiez chez Fayard, candidat, répondez, une injonction, une adresse lancée aux prétendants à la présidence de la République, mais qui vise surtout, en fait, à interpeller les citoyens sur les véritables questions à se poser pour l'avenir du pays. Je rappelle que vous avez, vous, été conseiller longtemps du président Mitterrand et auteur de 2 rapports pour la libération de la croissance à la destination et à la demande de Nicolas Sarkozy, ce qui nous permettra avec vous de commenter... la demande de Nicolas Sarkozy et à destination du pays. Et à destination du pays, ce qui nous permettra justement tout de même de commenter avec vous, et à la lumière aussi d'ailleurs de votre livre, quelques dossiers d'actualité, et notamment dans la partie débat, avec la lecture attentive de Brice Couturier. Parce qu'auparavant, moi je voudrais m'arrêter tout de même dès lors sur la première phrase. Vous écrivez, Jacques Attali, en mai prochain, à un moment particulièrement dramatique de leur histoire, les Français vont devoir choisir un président de la République. Je pensais que le moment de l'élection d'un président de la République, c'était un moment heureux de la démocratie française. Voici que vous écrivez dramatique. Oui, ça peut être les deux à la fois d'ailleurs. C'est heureux au sens où nous avons la chance d'être en démocratie. Et c'est dramatique cette fois-ci parce que nous sommes, et nous serons plus encore au mois de mai prochain, dans une situation dramatique. Dramatique au sens d'abord de l'environnement international qui est extrêmement complexe et très très grave, tant dans les menaces militaires qui pèsent autour de nous, que évidemment dans l'immensité de la crise financière qui n'est tout sauf résolu, qui n'a même pas commencé le début de sa solution. Et en France, avec aussi une situation qui est dramatique. Dramatique, je n'ai pas besoin de faire la liste, dramatique en termes d'emploi, dramatique en termes de précarité, dramatique en termes de dette publique, dramatique sur très 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 grand nombre de secteurs. Et avec aussi le fait que il y a un très grand nombre de questions, c'est celle que j'évoque dans ce livre, puisque je ne parle pas que d'économie, je parle d'éducation, voilà, il y a 153 thèmes, on va dire 153 interrogations, dont 15 principales, mais ça, nous aurons le temps d'y revenir. Mais le caractère dramatique, c'est que c'est vraiment un choix absolument crucial. Et j'espère que ce choix ne se fera pas sur des petites phrases aussi inintéressantes que celles qui ont occupé une partie de la discussion précédente, mais véritablement sur des choix de fond en termes de comment est-ce qu'on réduit la dette, est-ce qu'on privilégie l'euro par rapport à d'autres priorités, qu'est-ce qu'on fait en matière industrielle, est-ce que l'école primaire est plus importante que la sécurité, est-ce que la laïcité doit être conservée, toute une série de questions. La question de l'OTAN, voilà. Mais ce qui vous semble interroger là aussi, quand même, dès les premières pages du livre, c'est tout de même aussi, au fond, le statut aujourd'hui de ce qu'est-ce qu'un président de la République. On a presque envie de vous reposer la question, parce que vous avez bien connu, vous, ça, en étant très près d'un président de la République, pour ne pas nommer François Mitterrand. Et au fond, vous avez l'air même de dire que c'est effectivement sans doute pas facile, parce que la fonction d'un président de la République française a changé, puisqu'après tout, la position de la France a changé dans le monde. Et vous dites, au fond, un président de la République aujourd'hui n'a pas... Il doit se surveiller constamment. Il n'a plus la liberté de parole qu'il pouvait avoir avant, tellement lui-même est surveillé, au fond, par exemple, par les marchés. Donc ça pose tout de même là, un vrai problème de ce que c'est. Oui, je pense surtout que le président de la République a à la fois beaucoup moins de pouvoir qu'avant, puisqu'il y a la décentralisation, l'Europe, la fin de l'Union soviétique, la globalisation qui réduit son pouvoir. Et puis aussi, il n'a pas les pouvoirs qu'on croit. Par exemple, on parle de la TVA sociale, mais la TVA sociale, c'est pas du tout de la compétence présidentielle, c'est la compétence parlementaire. Les compétences présidentielles, c'est la défense, sur laquelle personne n'interroge les candidats, alors qu'il y a des enjeux absolument majeurs que je décris dans ce livre, qui devront être traités pendant cette présidence, absolument stratégiques pour le siècle qui vient. Oui, parce qu'entre autres, vous dites que la menace nucléaire est loin d'être évaporée. Il faudra bien qu'on s'y attaque véritablement. Il faut savoir, par exemple, si on garde nos sous-marins nucléaires, et c'est pendant ce prochain mandat qu'on doit le décider. En sachant que ça coûte de l'argent, évidemment. Ça coûte beaucoup d'argent. La question de savoir si on se dote de drones ou pas, c'est pas du tout une question anecdotique, très difficile, et c'est un choix qui appartient au président de la République, donc au pays, au moment de son élection. Pas la TVA sociale. La TVA sociale, c'est important, mais ça fait partie de la fiscalité d'ensemble, et à ma connaissance, nous ne sommes pas en dictature, et la fiscalité dépend du Parlement.
Alors bien sûr, le président a son mot à dire parce qu'il dirige une majorité parlementaire, il peut jouer un rôle. Mais malgré tout, ça serait plus dans une discussion au moment. Oui, mais enfin, Nicolas Sarkozy, que vous connaissez bien, vous direz, écoutez, moi je suis là pour faire bouger les lignes, je suis là pour faire avancer les dossiers, je suis là pour la réforme. Oui, non mais... C'est ce qu'il disait en 2007. En effet, et il y a un paquet cadeau, si j'ose dire, entre le président et le Parlement qu'il faut prendre. Et donc c'est tout à fait normal qu'on parle de cela. Même si d'ailleurs, dans les vœux du président de la République, à mon avis, il y avait une mesure qu'il a proposée qui était à la fois plus intéressante et plus discutable, et qui, à mon avis, aurait mérité davantage les titres, quand il pense de former les chômeurs. Ça, c'est une vraie révolution profonde que j'appelle, moi, de mes voeux depuis très longtemps, qui est de considérer qu'un chômeur est quelqu'un qui doit obtenir une formation pour se rapprocher des conditions du travail, et non pas être laissé simplement par une mendicité quelconque dans la situation d'oubli. C'est ce qu'on appelle la flexi-sécurité qui a été oubliée. Là, pour la première fois, le président de la République, rejoignant des idées de certains syndicats d'ailleurs, et de la gauche, a prononcé ces mots. C'est beaucoup plus important que la TVA sociale, qui est une petite mesure technique qui s'inscrirait normalement dans une réforme fiscale globale pour avoir du sens. Et qu'on ne mène pas, a priori, de façon accélérée, comme c'est proposé là, d'ici le mois de mai. Disons, reprenons le contexte général. Nous sommes dans une situation très, très difficile aujourd'hui dans ce pays. Et une des difficultés vient de ce que les élections présidentielles n'ont pas encore eu lieu. Parce que ça va ralentir l'action. Moi, je ne suis pas hostile à ce que le président de la République gouverne jusqu'au dernier jour, pleinement, avec sa majorité. Cette réforme qu'il avait annoncée puis retirée, qu'il la fasse maintenant, moi, ça ne me gêne pas. Je pense que nous avons la chance dans la France, comparé à l'Allemagne ou à l'Italie, d'avoir un pouvoir exécutif fort, et qu'il soit fort jusqu'au dernier jour, ça ne me gêne pas. Donc, le fait qu'il décide au dernier moment, moi, il aurait pu le faire avant, bon, si c'est tenté ses idées. Mais ce n'est pas l'objectif de ce livre. L'objectif de ce livre, c'est d'essayer de montrer qu'il y a des choix très importants dont je voudrais vraiment qu'on parle. Alors vous dites que oui, parce qu'on n'en parle pas, les vraies questions ne sont pas posées, y compris vous dites que les journalistes ne posent pas assez les vraies questions aux candidats, et il faut sommer les candidats d'y répondre. Est-ce que tout de même, là, vous n'êtes pas rattrapé, malgré tout, un peu par l'actualité? Est-ce qu'au fond, ces vraies questions que vous posez dans le livre, elles ne sont pas en train d'être posées parce que l'actualité est celle qu'elle est, notamment France, ou la question, par exemple, de la production que vous abordez, vous, dans votre livre, produire ou pas français, comment relancer la production française, vous les abordez dans le livre, mais elles ont rattrapé les thèmes. Écoutez, s'il faut attendre qu'il y ait une série de 150 catastrophes pour que 150 questions soient posées, c'est un peu bête, quoi. Donc je préférais qu'on pose les questions avant plutôt qu'après. Il vaut mieux les traiter à froid. En particulier, toutes les questions que je pose sur l'école, sur la démographie, sur l'immigration, sur la drogue, sur le tabac, sur l'obésité, toutes les questions qu'on passe en général de côté, qui sont fondamentales pour définir le visage de la France dans les 50 prochaines années. Si vous voulez revenir à l'industrie, en effet, il y a des questions fondamentales. Le cas pratique dans lequel nous trouvons, que vous venez d'évoquer, est un cas plus de gestion gouvernementale que de philosophie d'ensemble, mais quand on tire le fil, on en arrive aux questions fondamentales qui sont comme celles que j'ai posées dans le livre sur faut-il une banque publique de financement de l'économie, faut-il d'autres modèles de développement que le modèle de l'entreprise capitaliste? Ça, c'est des questions de fond. Et en effet, l'exemple de Cifrance le pose. Mais si on peut éviter de traiter les problèmes seulement quand la catastrophe arrive, ce serait pas mal. Sur Cifrance, par exemple, on est dans une histoire complexe, là. On voit que tout d'un coup, un gouvernement inciterait des salariés d'une entreprise à monter cette fameuse SCOP, comme on aurait pu le rêver en d'autres temps, au bon temps des années 70. Jacques Attali, parfois, ces SCOP, qui n'étaient pas des SCOP encore, mais qui étaient des sortes de COP, pouvaient être appelés par les vœux de beaucoup de salariés. Et puis tout d'un coup, là, un gouvernement dit, écoutez, allez-y, et hop, les salariés, les syndicats disent, attention, mais c'est pas du tout comme ça qu'on en veut. Écoutez, le mouvement coopératif est un mouvement exceptionnel. Moi, je suis pour les coopératives, je l'écris depuis très longtemps. La coopérative, c'est un modèle alternatif dans le regard du capitalisme traditionnel, et qui marche très bien. Vous avez des coopératives industrielles, des coopératives agricoles, des coopératives agroalimentaires, des coopératives de presse, le magazine Alter Eco, qui marche. Oui, mais c'est pas seulement des choses alternatives. Vous avez, par exemple, dans le domaine agroalimentaire, quelques-uns des plus grands fournisseurs de produits agroalimentaires français sont dans le statut coopératif. Vous avez aussi des banques qui sont coopératives, qui sont peut-être différemment coopératives, mais qui portent au moins ce nom. Vous avez des banques mutuelles, etc. Donc le monde coopératif, c'est vraiment un modèle de développement extraordinairement intéressant. Mais maintenant, coopérative, mutuelle ou ce qu'on voudra, il faut que l'entité soit viable,
quel que soit le mode de propriété. Il y a l'entité qui doit être viable et il y a la nature de ses propriétaires. Et là, moi, je ne sais pas si l'entité est viable. Et une fois qu'on a défini si l'entité est viable, il faut savoir qui porte le risque. Alors, si le risque est... Dans une coopérative, le risque est porté pour l'essentiel par les salariés qui deviennent actionnaires. Voilà. Il me semble, dans la circonstance actuelle, que c'est très difficile à quelqu'un de dire aux autres « portez le risque ». Donc, en termes moraux, si une coopérative en situation d'urgence peut se justifier, il faut que le risque soit partagé. Alors évidemment, c'est contradictoire, parce que si c'est une coopérative, l'État ne peut pas être actionnaire. D'ailleurs, du point de vue du droit européen, l'État peut difficilement être actionnaire, mais enfin, il y a beaucoup de moyens pour partager le risque. Donc je dirais, pour ma part, premièrement, il faut vérifier que l'entité est viable, et deuxièmement, il faut que le risque soit partagé entre les futurs actionnaires salariés et d'autres acteurs, la SNCF, les collectivités territoriales, les différents acteurs multiples. Pour ma part, toutes ces questions ne sont pas résolues pour l'instant. Jacques Attali, dans un quart d'heure après le journal de 8h, nous détaillerons quelques-unes des 153 recommandations, sujets importants à traiter pour l'avenir du pays, avec Brice Couturier. Vous dites que la première, tout de même, des vertus qu'il faudra que le président ait, c'est le courage. Vous aviez soutenu pour la première socialiste François Hollande. Là, vous en soutenez un candidat ou c'est encore trop tôt pour le savoir ? C'est trop tôt pour l'instant, évidemment, parce que j'ai écrit ce livre en essayant d'être aussi honnête que possible et en me détachant de mes convictions personnelles, de mes idées, pour essayer de montrer au pays qu'il y a des enjeux très importants, de poser ces enjeux et de faire en sorte que les électeurs, par votre intermédiaire, vous journalistes, obtiennent ces réponses. Non, donc vous n'avez pas choisi encore. Je dirai mon choix une fois que je reconnaîtrai les réponses des candidats. C'est honnête. Je dirai mes réponses quand je connaîtrai celles des candidats aux questions que je pose. 8h et presque 16 minutes, c'est l'heure de votre chronique. Et c'est la chronique qui introduit la partie débat. Brice Couturier, bonjour à vous. Bonjour Marc Vinchet, bonjour Jacques Attali, bonjour Agnès Benassi-Kéré. Alors quand Hollande a dit « sale mec », exprimait-il son opinion personnelle ou bien l'idée qu'il se fait de l'image de lui-même que Sarkozy aurait conscience de projeter ? La stratégie du président sortant consistant à incarner le sérieux de sa fonction malgré la faiblesse de son bilan, le sert-elle ou non ? Le candidat du PS a-t-il raison de ne révéler son programme qu'au compte-gouttes afin de ne pas s'exposer, nuit-il ainsi à sa crédibilité globale ? Est-il parvenu par sa nouvelle apparence physique à corriger son image de dilettante ? Le calcul de François Bayrou de n'apparaître ni de droite ni de gauche est-il payant sur le plan électoral ? Quelles sont les ambitions réelles du candidat centriste ? Et les lunettes d'Eva Joly, par leur aspect ludique et branché, elles ancrent certes le caractère décalé que la candidate verte veut donner à sa candidature, mais en séduisant l'électorat bobo, ne risque-t-elle pas de s'aliéner la province ? Oui, la France va devoir choisir l'équipe qui conduira le pays lors d'une des pires crises de son histoire et on nous amuse avec des petites phrases et les commentaires de spécialistes en marketing. Derrière les analyses et les programmes, on cherche à décrypter les intentions cachées, le positionnement, l'agenda, comme si le réel avait disparu au profit de stratégies discursives, de campagnes d'images, bref, d'effets de réel. Mais enfin, les enjeux de cette double élection sont considérables et peut-être même historiques. Les dépenses publiques ont explosé et absorbent à présent presque 60% du PIB, record mondial. Dans le même temps, le niveau des prélèvements obligatoires qui reste très supérieur à la moyenne européenne a baissé à 43% de PIB et du coup la dette publique s'est envolée. Elle représentera à la fin de cette année pour l'État 4 années de recettes. Alors oui, les marges financières sont très étroites et toute promesse de dépenses supplémentaires devra être compensée par des économies prises ailleurs. Cela fait 30 ans que notre pays se révèle incapable d'assurer le plein emploi. Devons-nous nous résigner à laisser entre 10 et 15% de la population vivoter aux marges et aux frais de la société ? La dégradation très rapide de notre balance commerciale témoigne de la perte générale de la compétitivité de nos entreprises. Nos spécialisations, nos points forts comme l'aéronautique, les énergies, l'agroalimentaire sont le fruit de décisions stratégiques qui ont été prises dans les années 70. Notre système de protection sociale n'est plus financé par la cotisation des actifs, mais là encore par le recours à l'endettement, ce qui est particulièrement dangereux dans un pays comme le nôtre qui vieillit et qui n'a pas créé de fonds de pension. Les performances de notre système éducatif présentent une baisse tendancielle que les moyens financiers supplémentaires semblent incapables d'enrayer. Un pourcentage chaque année plus élevé d'élèves sortent du primaire sans savoir vraiment ni lire ni écrire. La pénurie de logements en Île-de-France notamment est chronique.
Notre position internationale s'est dégradée. Le mythe du directeur franco-allemand en Europe ne doit plus faire illusion. C'est la riche Allemagne qui donne le là. Bref, tous les clignotants sont au rouge. Et ce qu'on est en droit d'attendre de candidats à la fonction politique suprême, ce sont des solutions concrètes aux maux du pays, des projets chiffrés et crédibles. Alors, vous avez répertorié, Jacques Attali, dans votre livre 153 questions. Pour chacune, vous faites 2 propositions. C'est comme un catalogue destiné aux candidats, chacun pouvant y puiser des éléments de son programme, mais quelque chose me dit que vous n'aurez pas beaucoup plus de succès avec vos 316 propositions qu'avec vos 316 propositions pour libérer la croissance. Vous rêvez d'un grand soir réformiste à la suédoise, à la canadienne ou à la néo-zélandaise, mais il faut savoir que ces pays ont mué, oui, ils ont mué sous l'effet d'une crise qui les menaçait de ruine. Beaucoup pensent que la France, elle, n'a pas encore touché le fond et que par conséquent, les choses peuvent continuer en l'état un certain temps et pourquoi pas 5 ans. Alors pourquoi prendre le risque de l'impopularité en répondant à vos questions? Jacques Attali. Oui, c'est tout à fait, c'est très exactement ça. C'est très exactement ça. Pour quelqu'un qui lui a apporté la contradiction, Brice, je vous félicite pas quand même. Non, mais je pense que vous n'aurez pas de réponse. Je l'ai écrit, ce livre, en espérant avoir une réponse, et vous avez la gentillesse de m'inviter, donc j'espère que vous relayerez mes questions auprès des hommes politiques et que les lecteurs de ce livre relayeront aussi ces questions auprès de leurs députés, de leurs candidats aux élections, et que ces questions 153 et au moins les 15 plus importantes que j'ai énoncées seront posées et auront des réponses. Je n'y renonce pas. Vous savez, quand on est un intellectuel, qui par ailleurs est un homme d'action, mais qui est aussi un intellectuel, si on ne croit pas au pouvoir des mots, on renonce. Je crois au pouvoir des mots. Je crois au pouvoir de l'écriture, je crois au pouvoir de la parole, et je crois au pouvoir de l'invective publique. Et là, je fais une invective publique en disant « Candidats, répondez » ou autrement dit « Citoyens, réveillez-vous ». Posez les questions. Sinon, ce pays décline. Bien sûr, la France est un pays immensément riche. C'est peut-être le meilleur pays du monde en termes de qualité de vie, d'espérance de vie, de sécurité, etc. Et on peut s'enfoncer lentement. Mais ça n'empêche qu'une fois que le déclin a commencé, il est irréversible. Venise, la Flandre l'ont montré. Et c'est pas parce qu'on reste des nations puissantes sur d'autres dimensions, comme l'Allemagne l'a été au XIXe siècle, tout en commençant à s'enfoncer, comme l'Angleterre l'a été au XXe en commençant à s'enfoncer. C'est pas parce que les arts restent importants, la peinture ou la musique, que tout ça masque que nous sommes dans un déclin irréversible. Notre jeunesse part. Nos élites s'en vont. On commet en plus l'erreur folle de refuser d'accueillir ou d'aller chercher les meilleurs étrangers. Nous sommes dans une dynamique qui fait que ceux qui ont 20 ans aujourd'hui vivront dans un monde en déclin ou quitteront ce pays. Et c'est notre responsabilité de dire aux politiques, maintenant, prenez vos décisions. Pour cela, répondez à des questions qui engagent le pays pour 30 ans, 40 ans. Sur la défense. Est-ce qu'il n'y a pas que... Il y a aussi, vous l'avez écrit dans votre ouvrage, est-ce qu'il n'y a pas aussi au fond que la roue tourne, si j'ose dire, Jacques Attali, que les pays autrefois faibles, dits émergents, sont aujourd'hui plus émergents que jamais, et qu'au fond, les influences mondiales changent. Nous ne sommes peut-être plus le centre du monde comme nous pensions que nous l'avons été, et qu'aujourd'hui, que demain sera le Brésil, l'Inde et le Pacifique. Ce n'est pas joué d'avance. L'Europe reste la première puissance économique et intellectuelle du monde. Si l'Europe était comparée aux États-Unis aujourd'hui, à tout point de vue, l'Europe va mieux que les États-Unis. En termes d'emploi, en termes de défense, en termes de politique de balance des paiements, en termes de dette publique, l'Europe va moins mal, disons, que les États-Unis. Et si l'Europe devenait une puissance fédérale, beaucoup d'économistes américains ou d'observateurs américains reconnaissent que l'Europe peut devenir la première puissance du XXIe siècle. Militaire, économique, politique, niveau de vie, emploi. C'est possible. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire fédéral? Parce qu'on emploie ce mot de fédéral quand même à tout bout de champ en disant au fond, il faudrait que l'Europe devienne fédérale. Et puis on voit bien que souvent, ce mot rencontre beaucoup de résistance Bien en sûr. disant, mais fédéral, ça veut dire quoi? Qu'on va perdre de soi-même et qu'on donne un bout de sa souveraineté, un bout de son identité. À qui, à quoi et surtout au marché, une fois de plus. Bien sûr, mais exactement. Tout le choix aujourd'hui, c'est entre l'illusion nationale qui donne tout pouvoir au marché et l'ambition fédérale européenne. On a le choix entre une perte de souveraineté à l'égard de nous-mêmes, les Européens, ou une perte de souveraineté à l'égard des marchés, c'est-à-dire à ceux qui nous permettent de vivre à crédit, parce que les marchés, c'est les prêteurs. Donc c'est ça le choix. Alors tous ceux qui disent on abandonne la souveraineté à l'Europe sont en train en fait d'accélérer la perte de souveraineté à l'égard des marchés.
Mais il faut pour ça avoir conscience. Mais ça veut dire qu'il faut laisser un peu de soi-même, si j'ose dire, justement pour... Mais on est en train de laisser tout soi-même, comme vous l'avez très bien décrit tout à l'heure, à l'égard des marchés, en étant une nation endettée comme on est fini. Si on n'est pas capable de mettre ensemble nos forces européennes, c'est ça qui est ralent. L'Europe, en tant qu'ensemble économique, n'a pas de dette. L'Union européenne, l'eurozone, en structure juridique, a 0 dette, alors que les États-Unis ont 15 trillions de dettes, que le Japon a 200% de dette. Nous n'avons pas de dette. Nous avons des dettes au niveau local de chaque État, mais nous n'avons pas de dette fédérale. Donc nous avons encore un potentiel de croissance énorme en Europe. Nous avons une qualité de vie qui nous permettrait d'attirer les meilleurs chercheurs, les meilleurs innovateurs, beaucoup plus que les États-Unis où la vie est si difficile pour beaucoup d'Américains et de gens qui y viennent. Donc on n'a rien à redouter de l'avenir si on est capable de s'y prendre. Un point d'histoire et un mot de précision. Pour bien comprendre ce que serait un fédéralisme. Ce que serait 20% quand on dévalue monétairement. Mais je voulais donner une note d'optimisme parce que finalement, aujourd'hui, on est en train de débattre, bon, je ne dirais pas complètement tranquillement, mais disons hors des forces de marché de cette dévaluation parce qu'on a fait l'euro. C'est l'euro qui permet de faire ça. C'est parce qu'on fait une dévaluation à l'intérieur de l'euro. Et ce sujet qui est absolument essentiel, est-ce qu'on accepte des pertes de pouvoir d'achat pour gagner en compétitivité, ce sujet est réellement débattu au niveau politique, ce qui n'était pas le cas dans le passé où on faisait des dévaluations monétaires un peu par derrière sans interroger les citoyens. Pardonnez-moi, mais Jacques Attali. On peut très bien aujourd'hui, grâce à l'euro, débattre tranquillement de ça parce qu'on peut débattre d'une éventuelle dévaluation à l'intérieur de l'euro sans que ça menace que les marchés s'en mêlent puisque c'est à l'intérieur d'une même monnaie. Mettre un débat public sur la dévaluation entre 80 et 83, c'était impossible. Bien évidemment. Parce que les marchés surveillaient et que si on ne fait pas une dévaluation par surprise, les marchés anticipent la dévaluation et on perd tout et on crée les conditions d'un désastre. Donc l'euro nous permet de débattre sereinement de cela. C'est un des acquis de l'immense espace économique que permet l'euro, mais il sera perdu si on ne va pas plus loin. Agnès Benassi-Carré, Brice Couturier. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est un acquis, disons, de l'euro. En même temps, c'est vrai que si on fait une dévaluation fiscale, ça n'aura pas la même ampleur, dans tous les cas, qu'une dévaluation monétaire. Pour revenir au problème européen, vous nous dites, Jacques Attali, et moi je le pense, on a mis en tous les cas la charrue avant les bœufs en faisant la monnaie unique, sans ce qui va avec, c'est-à-dire une politique budgétaire, économique et fiscale qui soit fédéralisée. Ça comporte quoi, le fédéralisme européen, comme disait Marc Blanchet? On a parlé déjà d'un budget fédéral. On sait que l'Europe n'a quasiment pas de budget. C'est 1% du PIB de chacun des États qui va vers l'Union. Mais ça implique aussi, il faut quand même le dire aux électeurs français, ça implique aussi un abandon de souveraineté. Marc le mettait en lumière tout à l'heure, en ce qui concerne la politique budgétaire et fiscale. Ça comporte le fait, par exemple, qu'on nous imposerait de dépenser certainement, enfin de limiter notre endettement public en période de faste dans des proportions qui sont contraires avec la culture politique et budgétaire française. Mais encore une fois... Et c'est pour ça qu'on freine, et c'est pour ça que les candidats ne veulent pas se prononcer sur cette question. Jacques Attali. On a bien vu que ce choix n'est pas posé en ces termes, puisque le marché lui-même nous impose la même chose. Et pire encore, on ne peut pas à la fois dire qu'on est contre les agences de notation qui vont nous imposer de réduire les déficits et dire qu'on est contre l'Europe. À ce moment-là, on est doublement mythomane. On est mythomane à l'égard de la réalité du marché et de la réalité politique. Personne ne peut vivre durablement au-dessus de ses moyens. Point. Et la question est de savoir s'il dépend de lui-même pour réduire ses dettes. On nous a dit le contraire pendant un certain nombre d'années. Souvenez-vous, il y avait quand même l'OFCE, l'OFCE par exemple, qui nous disait que plus on faisait de la dette et plus c'était de la croissance et plus c'était de l'emploi à venir. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'étais pas d'accord avec eux, je l'ai dit publiquement pendant de longues années. C'était le discours dominant pendant très longtemps. C'était le discours dominant, mais il faut aussi garder présent à l'esprit une chose précise. Si nous avions aujourd'hui les mêmes impôts qu'en l'an 2000, et si nous n'avions rien changé d'autre, notre dette publique serait de 22 points du PIB inférieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Nous avons fait l'incroyable laxisme, depuis le gouvernement Jospin, de baisser massivement les impôts sans baisser les dépenses. Nous avons fait de plus de 20%, il manque 22%, vous dites, dans les caisses de l'État, grosso modo. On serait à 65% du PIB. On a fait l'incroyable erreur de baisser les impôts sans baisser les dépenses. Fiscales multipliées. Et gauche et droite confondues, on a fait ça. Démagogie, baisser les impôts, tout le monde applaudit. Augmenter les dépenses, tout le monde applaudit. Mais faire... Jospin l'a fait à un moment où il disait que les caisses de l'État étaient très bien remplies. Oui, mais c'est exactement à ce moment-là qu'il fallait au contraire faire des économies, mettre une cagnotte de côté, investir. La fameuse cagnotte. Et pas réduire les impôts. C'est une erreur. C'est à ce moment-là qu'il fallait le faire. Et aujourd'hui, évidemment,
On a encore doublé l'erreur en faisant comme les autres d'ailleurs, parce qu'on n'a pas été seul à faire cette erreur, et j'étais parmi les rares qui s'y opposaient, à croire qu'on pouvait combattre la crise de 2008 en augmentant le déficit budgétaire. C'était une folie. C'était lâcher le dernier joker qu'on avait. C'est-à-dire le fait qu'on n'avait pas un endettement très élevé. Voilà, maintenant, nous sommes en situation de devoir véritablement reprendre la main. Nous sommes au bord de la faillite. Là, vous avez dit 4 ans. C'est minimum le quart, comme disent quelques économistes. Aucun pays au monde qui ne serait pas dans l'euro ne serait pas aujourd'hui soumis à ce que le Fonds monétaire vienne à l'Élysée donner des ordres au président de la République. C'est ça dont il faut prendre conscience. On parle de perte de souveraineté, mais elle est là. Elle est là si on ne prend pas maintenant des décisions. Il faut trouver 90 milliards en 3 ans. Maîtriser les dépenses. C'est votre première question. Où trouver en 3 ans au plus, c'est votre première des 153 questions et la première des 15 les plus importantes sur les 153. Où trouver en 3 ans au plus les 90 milliards nécessaires pour maîtriser la dette publique et retrouver une autonomie de décision. Mais est-ce que vous avez la réponse, mon sang de bois? Il y en a au moins deux possibles, je les donne dans le livre. Il y a au moins 2 façons de le faire. L'une, qui est, disons, une façon de gauche, plus à gauche, qui est d'augmenter les impôts, et une plus à droite, qui est de réduire les dépenses. Alors on peut équilibrer. Il y a des gaspillages absolument partout dans ce pays qu'on peut réduire. Hein. Quand la Banque de France coûte 6 fois plus que la Banque d'Angleterre dans son fonctionnement, alors que la Banque d'Angleterre est une banque pleine et entière avec une vraie monnaie, je me pose des questions, même si le gouverneur a eu l'amabilité de me répondre en détail quand j'ai dit ça pour la première fois publiquement. Mais il y a plein d'exemples de ce genre. Est-ce que vous savez que nous avons plus de ronds-points autour dans les villages français que dans toute l'Europe réunie? Il y a quand même un petit problème. En général, on dit que c'est la faute de l'Europe, ça. C'est la réglementation européenne qui nous impose les ronds-points. C'est parce qu'on a la ville, l'agglomération, le canton, le pays, le département, la région, et que chacun veut mettre son drapeau quelque part. Non, mais on a des gaspillages formidables. On a des niches fiscales qui n'ont pas de sens. On a une fiscalité qui est bourrée de trous. Et on a évidemment de quoi faire des économies. J'en donne la liste en détail en donnant des solutions de gauche et de droite qui sont simples. Simplement, il faut avoir la volonté de le faire. Et le courage, dites-vous. Et le courage politique, parce que je ne vois pas un seul homme politique aujourd'hui qui aurait le courage de dire à ses électeurs: il y aura moins de ronds-points, il y aura plus d'impôts, les allocations familiales seront mises intégrées dans l'impôt sur le revenu, et autre chose qu'il va évidemment falloir faire. De toute façon, on le fera au lendemain des élections. Agnès Benassi-Carré. Oui, je voulais revenir à cette question de la dette. Le 9 décembre, nous nous sommes engagés à réduire le déficit sur le moyen terme à 0,5% du PIB. De manière permanente. Et donc ça, c'est un objectif extrêmement ambitieux. Je ne sais pas comment on va faire, mais on aura certainement besoin des conseils de la Commission européenne, si ce n'est du FMI. Mais ce que je voulais dire, c'est que si on suit cette règle, en fait, dans le long terme, dans le très long terme, ça veut dire que la dette française, comme la dette de nos partenaires, va aller à zéro, en fait, tendanciellement en pourcentage du PIB, à partir du moment où la croissance ne sera pas zéro ou moins. Donc, pourquoi pas? Mais une dette nulle n'est certainement pas optimale. On ne connaît pas le niveau optimal de la dette publique, mais zéro, c'est sans doute pas optimal. Alors, ça veut dire qu'il faudrait, à côté de ces dettes publiques Comment nationales... ça, zéro, c'est pas optimal? Attendez, parce vous que me semez là. il faut investir pour l'avenir. En général, on dit que c'est bien de ne pas avoir de dette. Quoi. Une entreprise dira jamais que le niveau optimal de sa dette, c'est zéro. Il faut investir pour l'avenir. Alors, si ce n'est pas des ronds-points... Oui, mais enfin, comme dit le fédéralisme, il faut le comparer. Est-ce que cette comparaison a raison, par exemple, à la Suisse, au modèle fédéral suisse? À long terme, oui, c'est exactement ça. La Suisse s'est construite à partir de cantons qui ont refusé une influence extérieure et qui se sont rassemblés pour lutter contre l'influence de l'Empire romain germanique. Mais aussi comme les États-Unis se sont construits. Les États-Unis ont failli en 1790 basculer dans l'explosion face à la menace anglaise qui revenait après le départ des troupes françaises en raison de la Révolution française. Les États-Unis ont eu 4 hommes politiques majeurs, Washington, Jefferson, Hamilton et Madison, qui ont décidé à ce moment-là de créer un budget fédéral, des bons du Trésor américain, une armée fédérale, et c'était parti. Et ça a évité ce qui est arrivé en catastrophe à l'Amérique latine, qui s'est coupé en morceaux parce que Bolivar a échoué là où Washington a réussi. Et nous sommes exactement à ce moment de l'histoire. Et pourquoi ne le fait-on pas, nous? Parce qu'on n'a sans doute pas une Jefferson, Madison, Hamilton et Washington en Europe aujourd'hui. On peut peut-être revenir à ce moment-là au rôle que vous avez joué dans le fameux tournant de 1983. On était exactement face au même genre de dilemme. Il y avait François Mitterrand qui était conseillé par certains, comme Chevènement qui le dit dans son livre, de couper avec l'Europe et d'essayer le développement, enfin la relance dans un seul pays qui aurait été la France, et de rompre avec l'Europe. Vous avez été de ceux qui, avec Pierre Mauroy et Jacques Delors, lui avaient dit que c'était dangereux, qu'il ne fallait pas le faire. Et finalement, Mitterrand a tranché dans votre sens à vous. Aujourd'hui, on est face
face à un dilemme à peu près du même ordre. Oui, absolument. On est exactement dans la même situation. L'Europe a vécu, la France a vécu plusieurs étapes. Celle-là, où on a eu le choix entre tenter un socialisme dans un seul pays, à la soviétique en quelque sorte, ou à la Cuba, ou ce qu'on voudra. On était en 83 sous le premier gouvernement socialiste, le gouvernement Mauroy. Le gouvernement Mauroy, et il y a eu une crise de la monnaie telle que... 3 dévaluations. Je signale que la situation était tragique, mais si on compare les chiffres à la situation d'aujourd'hui, elle était bien moins grave qu'aujourd'hui. En termes de déficit extérieur, de déficit interne, la situation était loin d'être aussi grave qu'aujourd'hui. Bon, donc on a et pourquoi vous avez-vous poussé dans le sens de rester en Europe? C'était le déclin garanti, c'était la fermeture des frontières, le déclin absolu garanti, le protectionnisme, la fermeture du pays qui devenait une annexe du système soviétique. C'était fini. Oui, mais d'aucuns disent que du coup les socialistes se sont vendus au marché. Non. Absolument pas. Le Chevènement fait ce constat-là tout de même en racontant un conseil des ministres. Au fond, il dit on a été mis devant le fait accompli. Évidemment, le fait accompli, c'est une décision stratégique qui appartenait au président de la République. Le conseil des ministres n'a pas voté, il ne vote jamais d'ailleurs. J'ai eu le privilège d'assister pendant 10 ans et de participer à ces réunions. Je peux vous dire que le conseil des ministres, c'est pas une instance où on vote, surtout sur des sujets comme ça. Le président a informé le gouvernement de sa décision. Et c'est normal. Et Mauroy est parti. Mauroy est resté. Ah non, au contraire, Mauroy avait mis sa démission sur la table. A menacé de partir si on faisait une autre politique. Mais celui qui lui succéda fut Laurent Fabius, dont on dit qu'il a ensuite, au fond, lui, mené une politique libérale. Eh bien, parce que la doxa de l'époque l'était. Oui, vous avez raison. C'est ça que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Europe se construit par étapes. Et il faut qu'il y ait des hommes politiques qui veuillent ce chemin long pour qu'il ait du sens. Ce chemin long, c'est on construit ensemble un espace commun, le marché commun. Le marché commun, ça ne suffit pas, parce que s'il n'y a qu'un marché commun, il peut y avoir des protectionnismes masqués sous forme de normes techniques. D'où le marché unique, qui donne le sentiment que l'Europe devient un marché. Mais le marché unique, ça ne marche pas s'il y a des dévaluations compétitives. D'où il faut la monnaie unique. Et là, nous sommes au grand saut suivant. La monnaie unique ne durera pas, elle disparaîtra s'il n'y a pas de fédéralisme. Quand je dis, je répète que l'euro peut disparaître, il disparaîtra. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire d'une monnaie unique sans pouvoir politique. Ça n'existe pas. Sur le long terme, ça n'existe pas. L'euro disparaîtra si on n'a pas de pouvoir politique. Alors on peut décider de ne pas l'avoir. Dans ce cas-là, on revient à la monnaie nationale. Parenthèse de déclin immense de 30 à 40% du revenu de chacun des Français. Détail pendant un certain temps. Mais ce n'est pas le sujet du livre, là on parle d'autre chose. Mais on peut le faire, on peut y arriver, on peut survivre à ça, et puis on repart dans l'inconnu le plus total. C'est ce qui va se passer, le plus vraisemblablement. Parce qu'on n'a pas d'hommes politiques, parce que la campagne politique française n'est pas sur ce sujet, ni sur les grands sujets. Parce qu'il n'y a pas d'homme politique aujourd'hui à la hauteur de ce qu'était Mitterrand et Kohl, par exemple. Mais parce que vous ne posez pas non plus les bonnes questions à ces gens-là, parce que les électeurs ne sont pas... C'est-à-dire qu'on leur pose parfois, mais je reconnais qu'ils ne répondent pas forcément. Oui, mais il faut encore continuer, poser. Il faut que les électeurs... Je prends les sujets de défense, par exemple. Il y a un choix très important qui doit être fait par le prochain président de la République, que personne ne pose, c'est faut-il ou non garder les sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins? C'est une question très importante. Ça définit notre stratégie. On peut penser qu'on peut être contre, parce qu'après tout, il n'y a plus l'Union soviétique, que la menace n'est plus là. On peut se dire, les sous-marins nucléaires, ils vont être, en 2030, ils seront détectables, on ne peut pas les avoir. On peut se dire aussi, ça coûte cher. Les actuels 4 sous-marins nous ont coûté 15 milliards, plus autant en dépenses de fonctionnement. Donc c'est beaucoup d'argent. On peut se dire, on ne le fait pas. Mais si on ne le fait pas... on abandonne totalement l'idée que l'Europe, puisque la France est la seule à en avoir, ait les moyens d'une défense autonome à l'égard par rapport aux États-Unis. On se met entièrement entre les mains des Américains. On peut se dire, on va partager les dépenses avec les Anglais. Dans ce cas-là, il faut s'intégrer politiquement avec les Anglais. Donc ça pose la question de l'intégration en matière de défense de l'Europe. Ce sont des questions fondamentales. Le président de la République est d'abord responsable de ça. Et je n'ai pas entendu aucun des candidats, pour l'instant, me dire, ou nous dire, ou vous dire, oui ou non, je ne mettrai pas. Mais parce qu'électoralement, ça ne paye pas, Jacques Attali, vous êtes bien placé pour savoir. Mais c'est pas que ça ne paye pas, et nous sommes un pays. Je crois qu'on se trompe là-dessus. Les électeurs, et en particulier les auditeurs de France Culture, mais pas seulement eux, sont des gens extrêmement compétents, extrêmement mûrs, qui dans les cafés du commerce ou dans les dîners de famille parlent beaucoup plus sérieusement que les hommes politiques sur les tréteaux. Et ont envie d'entendre des choses beaucoup plus sérieuses que et que vous dites au fond que les histoires de petites phrases. Vous dites que le lecteur, l'auditeur français de base, comme nous sommes, justement, peut reconnaître la valeur de l'homme politique, non pas à savoir s'il est d'accord ou pas avec lui, mais au courage de ce qu'il dira. Exactement. Prenez l'exemple de François Mitterrand avec la peine de mort. Oui, François Mitterrand a été donné comme battu à l'élection présidentielle de mars 81, quand un journaliste, croyant lui faire du tort et le faire trébucher, lui a posé à la fin d'une émission de télévision en février 81
81, la question, est-ce que vous confirmez que vous êtes contre la peine de mort? Et il a répondu très spontanément, je sais que ce que je vais dire n'est pas populaire, mais je suis contre la peine de mort pour des raisons morales, éthiques et politiques. Eh bien, en disant, je sais que ce que je dis est impopulaire, il a crédibilisé tout le reste de son discours, parce qu'il a montré sa sincérité et son courage. Et c'est cela que les gens ont envie d'entendre. Ils ont envie d'entendre des réponses claires. Je me suis efforcé de donner les questions fondamentales. J'espère que dans les 3 mois, c'est très court, 3 mois, on aura ces réponses. Agnès Benassi-Kéré. Oui, je voulais rester sur la comparaison avec le début des années 80 qui me semble très intéressante. Entre 1981 et 83, je crois, il y a eu 3 dévaluations. C'est des dévaluations qui ont été poussées par les forces du marché. Contrairement à ce qu'on pense, les forces du marché étaient très fortes à cette époque-là. Il n'y a pas eu de débat politique autour de ces dévaluations. Or, une dévaluation, c'est une perte de pouvoir d'achat qui est contre un gain de compétitivité. Donc aujourd'hui, on a un débat sur la TVA sociale à l'étranger, la TVA sociale est appelée dévaluation fiscale. Ce qui est très exact. C'est exactement ça. C'est l'équivalent. Et donc, on envisage d'accepter des pertes de pouvoir d'achat contre un gain de compétitivité. Donc, c'est l'équivalent. C'est moins important parce qu'on est en train de parler de 3 points contre